Bonjour à vous, une vidéo sur l'actualité puisqu'elle est brûlante et bouillonnante et qu'il y a eu beaucoup de déclarations ces derniers temps au niveau sanitaire. Et donc c'est une chaîne qui parle de santé, donc on va essayer de décrypter ensemble qu'est-ce qui peut bien se passer dans un silence assourdissant de la part de la classe politique et des médias. Pourtant il y a quelque chose qui se brise au niveau du nous, au niveau du pacte républicain dans lequel on devrait évoluer. Alors je parle bien sûr du fait que diverses tribunes et politiques se soient positionnées sur un questionnement ouvert quant au fait de pouvoir attribuer des soins et de déclasser les individus qui ne seraient pas dans un schéma vaccinal complet ou qui ne seraient pas vaccinés. Cela a tout d'abord commencé par fustiger avec le ministre de la Santé qui a dit qu'il y a peu de chances que les non-vaccinés passent entre les gouttes. Alors ça sonnait comme une menace, bien qu'il s'en soit défendu, et c'est un peu une boîte de Pandore qui s'est ouverte. Nous pensons à diverses tribunes, notamment celle de Gérard Kriezek, qui est un médecin, et qui a dit qu'il fallait poser clairement la question de savoir si le choix des personnes qui ne souhaitent peut-être pas être vaccinées, eh bien, ils pourraient l'assumer en ne pouvant pas être réanimés et qu'on laisse devant eux d'autres personnes prioritaires. Et puis ça fait également écho à une autre tribune publiée dans le JDD du professeur Grimaldi, au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui s'interrogeait lui aussi quant au fait que les réanimations et les urgences surchargées puissent prendre en charge ou non les personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner dans cette phase test pour le moment. Et bien rien que de poser la question, c'est assez malsain. Ces questions ont été posées sans qu'il y ait droit de réponse, sans qu'il y ait de débat. On va dire il n'y a pas eu une interview croisée, il n'y a pas eu une tribune avec deux points de vue, non, c'était vraiment de manière unilatérale. Alors c'est une question qui semble se poser dans les médias, auxquels il y a déjà une réponse assez affirmative. C'est une question qui semble se poser dans les réanimations, dans les hôpitaux, c'est une question qui semble se poser chez les politiques et chez les éditorialistes, qui sont assez en roue libre. Ça nous fait penser un petit peu à certaines personnes qui prennent la tribune et qui ne sont plus là pour décortiquer l'actualité, mais plutôt pour donner une opinion très franche. Et puis ça nous fait également penser à d'autres personnalités en roue libre, comme le philosophe, entre guillemets, Raphaël Enthoven, qui souhaitait une bonne année à tout le monde, sauf aux antivax qu'il considérait soit comme des cons, soit comme des monstres, ou alors à la politologue Anastasia Colisimo, qui disait au final, si on ne soigne pas un non-vacciné, c'est bien, ça fera le ménage, et en gros, ça fera une sélection naturelle. Donc pour se permettre de telles paroles, il faut qu'il y ait un climat, il faut qu'il y ait une ambiance, parce que évidemment dans l'ère du politiquement correct, il faut que le cadre se soit un petit peu élargi. À l'heure des polémiques sur les réseaux sociaux, quand on se permet, pour des gens aussi médiatiques que cela, de prendre position de manière aussi marquée, c'est qu'il y a un espace pour le faire. Et cet espace, évidemment, il est créé par les politiques et par les référents autoritaires et les dépositaires, c'est-à-dire le corps médical, qui laisse à peu près tout dire et tout faire. Alors ça nous pose des questions, à l'heure où en Allemagne, officiellement, les non-vaccinés ne sont plus prioritaires en termes de soins. Alors, on va essayer d'extrapoler, bien sûr, aller au-delà de la polémique. Si on peut le commencer, pourquoi pas commencer, dire on va trier, en fait. On va commencer à trier les patients, puisqu'on est dans un système progressiste. Donc on va progresser, on va trier les non-vaccinés. Alors les non-vaccinés tout court, après peut-être qu'on triera ceux qui ont 3 doses au lieu de 4, mais si on réfléchit bien, en fait, qu'est-ce qui surcharge les réanimations aujourd'hui? Ce ne sont pas vraiment les non-vaccinés, ce sont les obèses. Alors vaccinés et non-vaccinés, ils représentent 45% des réa, quasiment la moitié. Donc un patient sur 2 en réa pour Covid est obèse. Donc peut-être que l'obésité c'est de leur fait. Ils choisissent quoi manger, donc c'est un choix aussi, la même façon de ne pas le faire vacciner en phase test, peut-être que le choix de trop manger leur incombe, donc on va peut-être pas les prendre prioritaires, mais peut-être qu'en réanimation, il y a des personnes qui sont en détresse respiratoire parce qu'ils font cancer des poumons ou qu'ils ont des nécroses, mais peut-être parce qu'ils ont fumé, ils ont fait le choix de fumer. Alors peut-être qu'il faudrait les soustraire aux soins, et de la même façon que pour un cancer du foie ou du pancréas,
pourrait soustraire du système de soins un alcoolique qui a fait le choix. De la même façon qu'un sédentaire a fait le choix de ne pas avoir une activité physique et d'avoir plus de risques cardiovasculaires, parce qu'on sait que les troubles cardiovasculaires accentuent cela. On peut définir des classes d'individus qui mériteraient d'être soignés, parce qu'au final, on mérite. Alors c'est une question qui est un peu vide de sens, puisque il y a quand même, malgré tout, si le vaccin était sûr et efficace à 100% et qu'il n'y avait que des non-vaccinés en réanimation, on pourrait, on va dire, accentuer une réflexion en disant là, peut-être que ça serait pertinent que vous réfléchissiez un peu plus, parce que les statistiques montrent que vous êtes là à 95, 100%, donc ça mériterait une réelle réflexion. Et puis, plutôt que la menace, plutôt que l'anathème, plutôt que la moquerie et la ségrégation, une forme de pédagogie, mais si la pédagogie ne marche pas, c'est sans doute qu'il manque d'arguments derrière. Alors, on avait déjà vu des refus de soins depuis de nombreux mois. Il y a par exemple de nombreuses personnes qui souffrent de cancer qui ne peuvent pas avoir accès au traitement par chimiothérapie parce qu'elles n'ont pas de vaccin, ou alors elles ont des difficultés à avoir les tests à jour, puisque maintenant c'est un peu rock'n'roll, 24 heures c'est pas évident, et donc il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de laisser-passer pour pouvoir aller se faire soigner à l'hôpital dans ces cas-là. Alors ce serment d'Hippocrate auquel les soignants ont souscrit, il se retrouve littéralement broyé, parjuré, et c'est la notion même aussi de service public qui se retrouve broyée, puisque ce n'est plus un service public, on ne sert plus le public, mais on sert un seul public. Alors, l'ordre des médecins a su rappeler à l'ordre certains hérétiques qui avaient notamment fait des prescriptions pour cette maladie du Covid. Et peut-être qu'il serait légitime qu'il rappelle à l'ordre ces personnes qui brisent ce serment d'Hippocrate de manière tout à fait naturelle et décomplexée. Ça ne semble pas être le cas aujourd'hui, et peut-être qu'il y a un positionnement à avoir, puisqu'il semble y avoir des boucs émissaires. Je rappelle qu'un médecin à Grenoble, pour avoir prescrit de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc en EHPAD, s'est vu rappeler à l'ordre par l'ordre de l'Isère. Peut-être que ces personnes-là, aujourd'hui, qui ont des mots qui pourraient sembler déplacés par rapport au serment d'Hippocrate, vont peut-être se faire rappeler à l'ordre. La radiation de ce genre de médecin qui ne respecte pas le serment est aussi une question qui se pose. Alors, on pourrait imaginer un monde lointain, on pourrait rêver d'un monde où le malade pourrait profiter de ses droits, d'être soigné par des médecins qui pourraient profiter de leur droit de prescrire. Aujourd'hui, ça semble une lointaine chimère, ça semble être la base, mais on s'en éloigne. En fait, c'est toujours par petits pas, par progression. Cette question-là, peut-être qu'elle ne vous interpelle pas, mais elle est violente, et peut-être que si on la posait il y a 2 ans, on aurait dit « mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Dans quelle réalité évolues-tu ? C'est quoi cette fiction ?» Eh bien aujourd'hui, c'est le réel qui nous convoque à exercer une réflexion, un esprit critique, et à se détacher un petit peu de l'émotion pour repositionner les choses. Là, nous sommes en train de se poser la question de à qui donner la priorité au niveau du soin. Normalement, c'est aux soignants de décider collégialement, mais ça devrait être remis aux sociétés savantes, ça devrait être remis au comité d'éthique, et de manière générale à la société dans son ensemble. Or là, vous avez des personnes qui prennent position de manière très forte dans des quotidiens nationaux, sans contrepoint, et donc c'est assez dérangeant. Et cette parole-là, plus elle sera diffusée, évidemment, plus qu'elle tombera comme une vérité, d'autant plus qu'il y a ce pouvoir d'autorité d'être dans les réanimations, et de non plus dans le constat, mais dans l'opinion. Mais ça va de manière très cohérente dans cet esprit actuel qui est très individualiste, et qui est surtout empreint d'un pseudo-rationalisme. Ce rationalisme-là, puis surtout cet utilitarisme, on va dire, on le retrouve chez certains politiques, notamment la députée de La République En Marche, Montchalin, sur France Info, qui se posait la question, on disait, il y a un âge où on devient un poids financier trop important pour la société, et où la question de la fin de vie anticipée devrait être posée. Il faut en finir avec les tabous. Oui, c'est vrai que l'éthique, c'est un tabou. Alors, il y avait Christine Lagarde, présidente du FMI, qui a posé la question en disant l'allongement de la durée de vie, quand même, c'est un problème au niveau financier. Alors là, on voit bien qu'on déplace le problème de l'éthique on glisse tout doucement du côté de la finance. Donc là, cette personne, là, Madame Montchalin, sur une radio publique, elle ne parle pas de dignité, elle ne parle pas d'humanité, elle parle surtout d'un point de vue financier, et uniquement financier. Donc l'humanité s'efface
devant cette considération matérialiste. Alors on est clairement dans une approche utilitariste et déshumanisée, très protocole, très technique. Vous avez cotisé, oui, mais là ça dépasse le montant de vos cotisations par rapport à l'âge de votre retraite, donc il serait bien que vous saluiez vos congénères et que vous partiez. Donc là on dit il faut en finir avec les tabous. Et donc petit à petit on rogne sur des choses qui semblaient acquises, c'est-à-dire le soin pour tous, sans discrimination, et la vie pour tous, sans discrimination. Là en gros, tu es trop vieux, peut-être que tu ne sers à rien et que tu ne mérites pas d'être soigné, peut-être qu'on évaluera les coûts d'une réanimation, est-ce que ça vaut le coup financièrement de réanimer cette personne? Et puis peut-être après on dira, un accidenté de la route qui a fait un excès de vitesse, ça coûte cher la prise en charge de la société, la rééducation, les prothèses, les greffes, tout ça, séances de kinésithérapie, les aides, les services publics, il faut faire des marches spéciales, faire des couloirs spéciaux, il faut faire des sièges, il faut faire des ascenseurs spéciaux. Peut-être que pour les accidentés de la route qui ont choisi de rouler vite, si la vitesse est incriminée, peut-être qu'on pourra les trier eux aussi. Et donc là, on retombe sur une logique qui n'est plus du tout républicaine et ces propos sont relayés dans les médias sans contradiction, et notamment sur le service public. Je voudrais revenir aussi sur cette notion de refus. On dit souvent les non-vaccinés refusent leur injection, comme si c'était quelque chose qu'il fallait faire. Mais on ne parle pas de libre arbitre, de choix éclairé. On leur demande à ces gens-là qui ne sont pas vaccinés d'être responsables. Or, on va replacer au niveau de la société la notion de responsabilité. Par exemple, les fabricants de médicaments, de ce type de nouveaux médicaments, ne sont pas responsables pénalement, et les soignants qui administrent ne sont pas responsables aussi. En gros, il n'y a que la personne qui se fait injecter ou pas qui devrait être responsable. Donc c'est-à-dire si vous avez des effets secondaires, vous êtes seul responsable, parce que tout le monde est dédouané. Je rappelle d'ailleurs que le gouvernement s'est auto-amnistié dès juillet 2020, donc c'est-à-dire tout ce qui aura cours dans la crise sanitaire et comme éventuelle mauvaise décision, il y a une amnistie globale. Donc c'est-à-dire le gouvernement est protégé, les soignants sont protégés, le fabricant est protégé, et il n'y a qu'une seule personne qui ne soit pas protégée, c'est le patient, qu'il soit vacciné ou pas. Donc s'il y a des effets secondaires, vous n'êtes pas protégé, et si vous ne pouvez pas être soigné, si vous devez assumer vos choix, vous n'êtes pas protégé par le législateur. Où est le consentement libre et éclairé? Parce que là on dit il a refusé le vaccin, mais en fait on est encore dans une phase test expérimentale pour tous les vaccins, soit ça finira fin 2022 ou milieu ou fin 2023 selon les 3 fabricants principaux. Donc là c'est assez difficile, il y a peut-être sans doute des personnes qui ne sont pas vaccinées, qui attendent encore des études, qui attendent d'être un peu plus sereins, qui attendent du recul, qui attendent la fin des phases test comme pour tous les médicaments. En définitive, sauf que on oublie de le rappeler régulièrement. Alors, on fait peser sur ces personnes-là qui sont en doute, qui sont sceptiques, et on leur dit vous refusez, alors qu'en fait ils sont juste dans le choix, mais on oublie de mentionner que le budget de l'hôpital a été amputé de cette année de 900 millions d'euros. On oublie également que sur les 5 dernières années, 17 000 lits ont été supprimés, dont 5 700 durant cette crise sanitaire l'année dernière pour la seule année 2020. On oublie également que là aujourd'hui on fait travailler des soignants qui sont cas contact. On oublie aussi qu'on a suspendu ou fait démissionner des dizaines de milliers de patients, et c'est tout cela peut-être qui ne favorise pas une bonne expression du soin dans les hôpitaux plutôt que les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et on oublie aussi que les protocoles de soins ne sont pas autorisés, il y a une interdiction à prescrire, et on oublie aussi qu'on a interdit des traitements précoces qui semblent faire leurs preuves. Je pense à des traitements, on ne va pas les dire parce que malheureusement la censure a cours sur YouTube, mais au Japon, au Salvador, en Inde, il y a des traitements qui ont fait chuter les courbes de contamination de manière drastique. Je vous laisse chercher tranquillement. Et voilà, donc du coup c'est un choix aussi qui est à assumer. Mais on se rend compte que les politiques n'ont aucun tabou, eux, à briser la devise républicaine sur la notion de liberté, d'égalité, de fraternité, la liberté de choix, libre et éclairé, l'égalité, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir les mêmes droits, et la fraternité, évidemment, là on peut jeter l'opprobre sur son prochain. Donc c'est en quelque sorte une caste sanitaire qui est en train d'être créée. Il y a 1 an, 13 mois, j'avais parlé d'apartheid sanitaire. Tout le monde, moi je m'étais beaucoup fait insulter dans les commentaires. J'espère que là on peut réutiliser ce mot à bon escient, ça me semble assez opportun.
Donc on semble sélectionner des malades, mais en fait, on ne sélectionne pas vraiment des malades, on est en train de trier des humains. Avec une approbation du monde politique, du milieu médical et du monde médiatique. Alors la question c'est, que va-t-il en être de l'approbation populaire? Est-ce que le peuple va aller de ce sens-là, de crier avec les loups, puis de dire tout ce qui nous arrive depuis 2 ans, c'est uniquement à cause des personnes qui refusent une injection? Est-ce que ça va être eux les boucs émissaires, ou est-ce qu'on va se dire attendez, pourquoi on ne peut pas traiter, pourquoi on ne peut pas avoir de protocole test autre que ces médicaments, pourquoi on n'autorise pas les vaccins russes et chinois, pourquoi on nous demande juste de prendre du Doliprane? Bref, on peut se poser aussi d'autres questions. Pourquoi on réduit les budgets? Pourquoi on supprime des lits en période épidémique? Pourquoi on a licencié, suspendu des dizaines de milliers de soignants? Voilà, on peut se poser des questions. Mais avant cela, on va trier les bons, les mauvais, non pas au prétexte sanitaire, mais au niveau politique, puisqu'on sait que le pass ne protège pas ni de la contamination ni de la transmission, parce que vous soignez vacciné ou non, eh bien vous pouvez recevoir et transmettre virus. Donc ce n'est pas un pass qui est sanitaire, c'est un pass politique, et qu'il soit appelé sanitaire ou vaccinal, la définition est au fond la même. Aujourd'hui, on s'attaque aux non-vaccinés, mais si on extrapole cette logique utilitariste, cette extension sans tabou, eh bien, on pourra réfléchir aux obèses, on pourra réfléchir aux fumeurs, on pourra réfléchir aux alcooliques, on pourra réfléchir aux accidentés de la route, et on pourra réfléchir aussi peut-être à ceux qui héritent d'une génétique moins idéale. Le pas est évidemment vite franchi. Alors, quel signal cette ségrégation envoie-t-il à la population? Quand les enfants, à l'heure actuelle, se comparent et se discriminent entre eux, ah, toi t'es pas vacciné, c'est ce qu'on entend dans les cours, que ce soit dans les collèges, lycées, et là, depuis aujourd'hui, où les enfants rentrent à l'école primaire, où certains sont vaccinés, d'autres pas, et forcément, ça va être dans toutes les bouches, et les enfants vont faire les perroquets, et ils dévoileront leur statut sanitaire sans secret médical, puisque ce sont des enfants. Alors comment ça va se passer? Cette ségrégation, elle va-t-elle avoir lieu dans les cours de récré, comme c'est déjà le cas dans les collèges, dans les lycées, parce qu'on entend par les travailleurs sociaux, mais également les professeurs des écoles? Cette stigmatisation du non-vacciné, jusqu'où va-t-elle aller? Quand va-t-elle durer? Est-ce qu'elle va rester juste au niveau des mots? Et je voudrais juste poser cette question, c'est à quel moment donné de l'histoire et dans quelle société le fait de stigmatiser une partie de la population a été bénéfique? Pas seulement pour cette population, mais pour l'ensemble de la population. Est-ce qu'à un moment donné de l'histoire, quand on a dit cette partie de la population est un problème, à quel moment ça s'est correctement fini, historiquement, dans une société? Je vous invite, si vous avez des exemples à me partager en commentaire, je serais intéressant. Mais à chaque fois qu'on dit « c'est à cause de si », 3 petits points, ça sent jamais bon. Donc là, cette stigmatisation qu'on laisse aller, puis qu'on accentue, je dirais même qu'on promeut dans les médias, parce qu'il n'y a pas de contrepoint pour le moment. Donc où est la raison? Où est le dialogue? Où est le nous collectif, constructif? Et dans la bouche de nos responsables, est-ce que vibrent les notions d'équité, de juste, de vérité et d'amour? C'est un peu la question qu'on peut se poser au regard de 2 années. Est-ce que quand vous écoutez des politiques parler des mesures qui sont prises, des lois qui sont votées, est-ce que vous entendez une vérité transcendante? Est-ce que vous sentez le juste qui vous laisse juste dire proférer un acquiescement? Est-ce que votre cœur aussi est emporté en disant oui, c'est un projet de société qui fait sens et vraiment je pense que c'est la meilleure chose à faire? Est-ce que depuis 2 ans vous sentez ça au fond de votre cœur? Parce que là il faut déporter la raison au niveau de quelque chose qui soit plus, on va dire, émotionnel, mais pas une émotion réactive, mais vraiment d'aller chercher en soi, de prendre le temps de ressentir. Est-ce que cette façon-là de stigmatiser, de discriminer une population, est-ce que au niveau du cœur, ça génère quelque chose qui est harmonieux, ou ça nous fait respirer, ou est-ce qu'au contraire, on sent un petit malaise? Merci à vous, et à très vite.